Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un extrait de cours de ProMix Live juin 2020 avec Rémi Guetliff qui nous explique comment il utilise ses bandes, comment il utilise ses machines pour enregistrer un groupe. Et dans cet extrait, vous allez pouvoir entendre le résultat qui sonne fabuleusement bien. Bonjour. Bonjour. On y va? Oui, allez. Excellent. Ça tourne. À la limite, tu peux venir avec la caméra mobile et montrer un petit peu comment ça module dans les vues-mètres. Encore une fois, tout est un peu plus flou en analogue. La manière dont tu attaques, ton 0 dB et tout, voilà, t'as de la marge, quoi. Tu peux aller dans le 0 dB, c'est des vues-mètres de toute façon, donc ils ne te montrent pas vraiment à quel niveau sont tes transitoires. Mais t'as tranquillement en analo genre 14 dB de headroom au-dessus de ton 0. Là, en fait, tu calibres ton magnéto en fonction du type de bande que tu vas utiliser. C'est-à-dire que telle ou telle formule de bande, on appelle ça une formule, va accepter un tel ou tel niveau en décibels avant d'avoir une saturation qui sera trop importante. Et donc en fait, t'as un espèce de standard en fait qui est ce qu'on appelle une fluxivité, un niveau magnétique. Et en fait, on qualifie les bandes en fonction de combien elles peuvent encaisser au-delà de ce niveau magnétique, qui est un chiffre en nanoweber que je ne vais pas vous donner parce que ça n'a pas d'importance. Mais en gros, là, j'utilise de la bande plus 3. Il existe des bandes plus 6 et des bandes plus 9. Donc ça veut dire que c'est des bandes que tu vas pouvoir aligner 9 dB au-dessus du 0. Par exemple, une plus 9, tu vas pouvoir l'aligner pour encaisser à plus 9 dB au-dessus du 0 vu en fait. Et donc ça veut dire qu'elle peut encaisser tout ça sans saturer. Et donc ce qui se passe, c'est que tu enregistres plus fort, donc ton souffle est beaucoup plus bas et tu as un meilleur rapport signal-bruit. Là, en l'occurrence, j'utilise de la bande plus 3, qui était, on va dire, le standard dans les années 60-70. C'est pas le fait qu'elle soit de la plus 3, c'est pas pour que ce soit vieilli ou quoi, c'est juste que je trouve que c'est une formule de bande qui sonne vraiment bien et c'est ce que j'ai toujours eu avec ce magnéto et il est aligné pour ça. Donc tu fais tes réglages en fonction de ce type de bande et après ton 0 correspond au 0 que peut encaisser la bande. Et en l'occurrence, il correspond en vrai à plus 3 dB sur cette bande, mais tu alignes pour que ton 0 ce soit ta référence à toi. Et donc là, j'attaque tout aux alentours de 0. Si ça module dans le rouge, t'en as absolument rien à foutre. Pour certaines choses, c'est même plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que plus tu vas rentrer dedans, plus tu vas avoir de compression naturelle, plus tu vas avoir de saturation. Tous les magnétos ne réagissent pas de la même manière. En l'occurrence, ce magnéto encaisse vraiment bien la saturation. Tu peux taper dans le rouge, il n'y a aucun problème. Ça c'est le A80 Mark I. Le Mark II qui est derrière encaisse un peu moins certaines choses. C'est-à-dire que là, si avec de la drum, un truc riche en basse fréquence, si tu vas taper au-dessus de 0 dB, ça va commencer à sonner un peu funny, un peu compressé, un peu pas chouette. Alors qu'avec celui-là, tu peux rentrer dedans, il n'y a aucun souci. Parce qu'il est plus moderne, il a 7 pistes et l'autre n'avait que 8. Non, pas vraiment. En fait, ils ont sorti le A80 Mark I 8 pistes en 70 et je crois que 6 mois plus tard, ils l'ont offert en 16 pistes. Et ils ont encore fabriqué des 8 pistes par la suite, mais de manière beaucoup plus sporadique.
Et la plupart ils offraient aussi, il y a plein de mecs de gros studios, faut dire que c'est des machines qui étaient absolument hors de prix à l'époque, ça coûtait l'équivalent d'une maison. Quand c'est sorti, ça coûtait 88 000 Deutschmark le 16 pistes en 1970. Ça représente aujourd'hui quelque chose comme 170 000 euros. Voilà, ouais, mais sachant qu'on va sans compter de l'inflation, c'était le prix que ça coûtait à l'époque, c'était complètement démentiel. Donc en fait, il n'y avait que les broadcasters, Radio France, la BBC et les gros studios de major comme Abbey Road qui pouvaient se les payer, quoi. Et la plupart, quand ils ont sorti le 8 pistes et qu'ils sont venus avec le 16 pistes 6 mois plus tard, tout le monde dit merde, putain, mais j'ai acheté un 8 pistes alors que maintenant vous faites le 16, moi je veux les 16 pistes. Donc ce que Studer a fait, c'est qu'ils ont fait revenir beaucoup de machines pour les passer en 16 pistes. Donc des 8 pistes Studer, il n'y en a pas beaucoup, c'est assez rare. Elle était bien, elle était super. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que voilà, selon les puristes diront qu'il ne faut pas taper dans le rouge parce que tu vas déformer la réalité, tu rentres dans la partie non linéaire de la machine. Mais bon, tu utilises un magnéto, et spécialement un magnéto comme ça, c'est justement pour bénéficier de cette musicalité qu'apporte le fait de saturer une bande, quoi. Et en l'occurrence, sur les guitares, c'est super parce que tout est plus organique, plus désharmonique et tu t'enlèves un peu de méchanceté. Par exemple, j'ai jamais besoin de DSR quand je suis en analo parce que la bande a cette compression non linéaire. En fait, elle va beaucoup plus compresser dans les hautes fréquences. Et donc, du coup, quand tu rentres dedans, tes aigus sont naturellement un peu compressés et ça agit comme un DSR. Le DSR, c'est une conception en fait très moderne. C'est quelque chose qui n'existait pas vraiment à l'époque. Et tu vois, quand tu écoutes... c'est aussi pour ça, comment dire, à l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais dans le même sens que maintenant, comme on est dans des stations complètement numériques, on aime beaucoup le vieux matos, parce que le vieux matos, il est un peu hors spec, les condos sont un peu rincés, les cellules sont un peu détendues sur les micros, et donc tout a un peu moins d'aigus, et du coup, ça sonne un peu plus chaud en numérique, alors que c'est hors spécification, et du coup quand tu utilises ce vieux matos avec un vieux magnéto, et ben souvent tu te retrouves avec des trucs un peu dark, quoi. Et donc c'est bien quand tu es voilà, c'est des micros qui étaient conçus pour fonctionner avec ce bordel là. Donc un U47 aujourd'hui il sonne pas comme il sonnait il y a 50 ans, il sonnait beaucoup plus bright à l'époque, et c'était fait exprès parce que justement tu avais besoin de cet aigu en plus quand tu attaquais une bande, parce que l'aigu avait tendance à être le premier à être compressé, parce qu'il fallait quand même attaquer fort la bande pour avoir un rapport signal-bruit confortable. Donc, tu étais toujours au moins à 0, voire un petit peu au-dessus, quoi. Voilà. Et maintenant, c'est l'heure de manger. Excellent. Alors, on est à quoi? On a une petite question. D'ivoire. Alors, on a une question de Christophe. Bonjour Christophe. Qui dit « Je suis pas certain d'avoir tout à fait compris le routing vers la bande 8 pistes. Alors la balance des faders et des pannes sont enregistrés sur la bande ou ils sont après ?» J'ai pas de panne en fait. Toutes les sources que j'ai sont en mono. C'est-à-dire que la drum est mono, la basse est mono et les deux guitares sont mono. C'est à chaque fois sur une seule piste en fait. Donc en fait, chaque piste sur le 8 pistes, c'est à chaque fois une piste mono. Donc si tu veux de la stéréo, si par exemple je voulais faire une batterie stéréo, il faudrait que je l'enregistre sur ma piste 1 et 2. Et donc la 1 irait à gauche et la 2 irait à droite. Mais là, en l'occurrence, j'ai des pannes à la console, mais c'est juste pour l'assignation dans les groupes en fait. C'est-à-dire que quand j'ai des switches pour les groupes, j'ai un switch qui permet d'envoyer dans le groupe 1-2. Si je me panne entièrement à gauche, ça va dans le groupe 1. Si je me panne entièrement à 2, ça va dans le groupe 2. Donc en fait, là, tous mes faders pour la batterie sont pannés à gauche pour aller dans le groupe 1, qui lui après va sur la piste 1 du magnéto. Et j'ai pas de panne en fait, la drum elle est mono, tout est sur cette piste. Après par contre, quand j'ai drum, basse, guitare sur 4 pistes sur le magnéto, ces 4 pistes sortent du magnéto et rentrent dans une partie de la console que j'utilise pour le monitoring. Et là par contre j'ai du panne, j'ai ma drum qui est au milieu, ma basse au milieu, la guitare de Kevin à gauche et la guitare de Romain à droite. Mais tout ça c'est complètement indépendant de ce qui est enregistré dans le magnéto, c'est vraiment juste du monitoring après. Et ce que tu nous envoies à nous, c'est donc ce que les élèves entendent, c'est donc déjà panné droite-gauche pour les guitares. Exactement. D'accord. C'est tout à fait ça. Merci. Ce que vous entendez, c'est une version, c'est une version qui préfigure le mix en fait. Parce que c'est comme ça que ça va finir, la guitare de Kevin à gauche, la guitare de Romain à droite. Voilà, cet extrait sur les Studer 80 vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, allez voir promixlive.com. Vous y trouverez le cours de juin 2020 qui est encore d'actualité. Simplement avec l'abonnement,
ou par la suite, vous pourrez l'acheter en cours unique. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires sous la vidéo. Pensez à liker la vidéo, abonnez-vous, cliquez la cloche pour être prévenu à la prochaine vidéo. Et à bientôt. Ciao!